Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cet après-midi des Marketing Digital Days. Alors, le temps de laisser à tout le monde le temps d'arriver, on va faire un petit briefing technique pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Vous avez donc l'onglet Discuter. Pensez bien à l'ouvrir. Vous voyez, vous avez Cybercité donc, qui vous fait un petit message dedans. De basculer le bouton qui est sur Hot et Panéliste, de le basculer sur tout le monde. Comme ça, tout le monde pourra voir vos messages. Merci, Colline. Merci Marine. Et donc, si vous avez des questions pour Maxime et ses modératrices, du coup, nous avons Jennifer et Célia qui sont en back-office. Vous avez l'onglet questions et réponses. Alors, préférez ceci parce que vous pourrez commenter et voter pour les meilleures questions. Voilà, donc le chat pour réagir, pour discuter entre vous, l'onglet questions-réponses pour Maxime et les équipes de Cybercité. Et je donne donc la parole à Maxime. Je te souhaite une bonne conférence. Merci Benoît. Du coup, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de refonte et plus précisément de refonte d'un point de vue SEO. Du coup, je me présente rapidement. Je suis Maxime Tézier, je suis chef de projet SEO à Cybercité depuis 2019. Je viens de Grenoble. C'est assez marrant parce que je viens d'un tout petit village à côté de Grenoble et il y a autant d'habitants du village que d'inscrits à cette conférence, donc ça me fait très plaisir. Je suis du coup à l'agence de Lyon, donc pas mal axé sur le e-commerce, l'industrie et le médical. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Cybercité, on existe depuis une vingtaine d'années maintenant. On est une agence de web marketing qui est spécialisée dans l'audience, l'acquisition d'audience, l'optimisation de la conversion et du business de nos clients. Du coup, on est situé à Lyon, mais on a des agences un petit peu partout en France, à Nantes, à Rennes, à Paris, Nice et Chambéry. Au niveau des expertises, on est plutôt sur des expertises convergentes et nos métiers nous portent à créer des stratégies sur le SEO, sur le SEA, le trafic payant, l'acquisition média digitale. On a une brique content marketing qui est bien présente et une partie aussi data analytics avec la mesure d'audience, l'optimisation de la conversion et du parcours client. On a également un pôle R&D qui nous permet d'avoir des outils comme Data Garden où j'en parlerai un petit peu après, mais du coup, c'est un outil de positionnement et de monitoring. Sur nos références, on est beaucoup sur la montagne, beaucoup sur le e-commerce, beaucoup sur le B2B, le tourisme. Donc, finalement, on est plutôt 360 en termes d'activité. Donc, on a pas mal de retours d'expérience là-dessus. L'objectif de la conférence aujourd'hui, c'est de vous partager et de vous donner du coup de la visibilité sur la manière dont ça se passe en réel au sein de l'agence. Du coup, j'imagine que si vous êtes inscrit à cette conférence, c'est que potentiellement, vous avez un projet de refonte ou de création de site, donc avec derrière des gros enjeux pour votre société et une volonté de faire beaucoup mieux qu'avant. Donc, grosso modo, j'imagine aussi que vous avez la date à laquelle vous souhaiteriez sortir votre site. Mais je dois vous faire un petit spoiler finalement sur la manière dont ça va se passer. Et ben, ça ne va pas se passer comme prévu. Je suis déjà désolé de vous le dire un petit comme ça de but en blanc, mais pourquoi ça ne va pas se passer comme prévu? Parce qu'en fait, il faut se dire que la refonte, c'est un moment qui est critique pour les organisations et les écosystèmes digitaux. Il faut bien se mettre en tête que c'est le moment de tous les dangers pour le SEO. Donc, qui dit moment de transformation, dit une formation qui peut bien se passer, donc le papillon et la chrysalide, soit mal se passer et finalement un peu comme une pomme qui pourrit. Donc, ça veut dire qu'en fait, Google, de base, il connaît notre site. Le moteur de recherche, il a l'habitude de parcourir notre site, de l'indexer, de lui donner des critères de positionnement. La refonte, en fait, c'est tout simplement une modification de cette connaissance. Vous arrivez sur on arrive avec notre nouveau site, Google ne nous reconnaît plus. Donc, l'idée, en fait, c'est de lui dire, voilà, aujourd'hui, j'ai changé de style, est-ce que tu es capable de me reconnaître? Donc, l'enjeu de la refonte, du coup, c'est la capacité à nous reconnaître assez rapidement et de conserver l'existant. Après, il faut savoir vraiment de quoi on parle d'un point de vue refonte. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de possibilités, mais en fait, les plus communes, on les retrouve ici. On peut avoir soit une refonte purement cosmétique, que ce soit logo, charte graphique, etc. On a des modifications sur l'arborescence potentiellement qui peuvent impacter le SEO et des fonctionnalités à ajouter ou à supprimer. Et tous ces cas-là peuvent avoir du coup un impact sur le SEO, mais les deux plus critiques sont du coup le changement de système ou d'architecture via un framework ou un CMS, ou alors un changement qui va directement impacter le nom de domaine, où on touche alors à la structure des URL. Donc vraiment, attention, danger sur ce point-là. Après,
Autant vous le dire directement, le but principal de la refonte, c'est de conserver l'acquis. En fait, la refonte, souvent, on se dit que c'est la zone de tous les possibles, on se dit que on va créer un site super, etc., pour performer à l'avenir. Mais croyez-moi déjà que de maintenir l'existant, c'est déjà une très belle réussite. Et nous, notre objectif en tant que SEO, c'est de nous guider à conserver cet acquis finalement. J'en profite pour faire une petite parenthèse. L'intitulé de la conférence aujourd'hui, c'est refonte et création de sites. Donc, on va beaucoup parler refonte, mais les problématiques avec la création de sites, c'est sensiblement pareil, sauf qu'on part de zéro. La croissance, c'est vrai que ça prend du temps, et surtout, en fait, quand on va aller vite, on se rend compte que ça ne marche pas. Si je peux vous faire une petite métaphore, c'est un petit peu comme une maison sur laquelle on va construire des fondations solides. Et en fait, le processus de création de site, c'est pareil, sauf qu'on n'a pas d'existant à maintenir. Et l'objectif ici, c'est de sortir sortir le site le plus propre possible. Du coup, je vais vous présenter 5 actions prioritaires pour créer ou refondre votre site. Donc, on va évidemment parler de ce qu'on fait nous en tant qu'agence SEO, mais on va aussi appuyer sur ce que vous faites vous, décideurs, aujourd'hui. Donc, cet ensemble d'actions, elles se regroupent autour de la définition de la strat SEO, de la connaissance et de la reconstruction de la data. Donc, dans un projet de refonte et de création de site, en fait, il faut se dire qu'on ne bosse jamais tout seul dans son coin. Et souvent, on est en équipe avec l'agence SEO et vous, les décideurs. Donc, la première étape, ça va être une démarche de cartographie du site. Qu'est-ce qu'on a réellement derrière notre site? Donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une représentation de notre site via un listing d'URL. Donc, qu'est-ce que Google connaît aujourd'hui de notre site? Comment il le visualise? Donc, pour ça, on va utiliser du coup ce qu'on appelle des crawlers. Ils vont faire le même boulot que Google. En fait, c'est des outils qui sont là pour parcourir le site et les différentes, toutes les différentes pages du site. Et on va pouvoir du coup se rendre compte de la volumétrie du site et des différentes informations qu'on a. Donc, on va avoir un listing d'URL et également en fait les caractéristiques SEO du type en-tête HTTP, les optimisations, aide, etc., etc. Et suite à ça, en fait, on va du coup récupérer notre listing d'URL et faire de la catégorisation là-dedans. Donc, en fait, on va se dire quelle est la part de notre URL qui fait partie de la catégorie produit, par exemple. Quelle est la part de nos URL qui font partie de la catégorie magasin. Donc, tout ça, en fait, ça va nous permettre d'avoir une connaissance des volumes et de leur répartition. Donc, si vous avez une faible volumétrie de page, ça peut se faire à la main. Mais sinon, il y a des outils comme Présenter ci-contre, donc c'est SEO Tools for Excel, qui nous permet directement de faire des regex pour catégoriser notre site et automatiser au plus le process. Parce que du coup, plus vous avez à avoir de pages, plus il faut automatiser la chose pour gagner du temps. Et avec ce listing d'URL, on peut également détecter des potentielles duplications de contenu, des URL générées en masse, etc. Je vais passer à la deuxième cartographie, la cartographie de l'audience et notamment des flux d'audience. En gros, en fait, c'est comment mon trafic arrive sur mon site. Donc, dans un premier temps, on a l'audience globale du site. Donc, je mets de côté tout ce qui est RGPD, etc. Donc là, c'est vraiment l'audience, c'est combien j'ai de visites sur mon site aujourd'hui. Dans cette audience-là, on a l'audience SEO, qu'on appelle également audience organique sur Google. Du coup, c'est un mot-clé positionné par une URL qui nous donne une position sur Google. Donc, dans cette audience organique, on a l'audience de marque, qui est plutôt un trafic quasiment acquis, parce que si vous avez votre nom de marque, potentiellement, vous allez ranker dessus, sauf exception si vous avez la même marque qu'une autre entreprise. Sinon, nous, on va s'attaquer au trafic, à l'audience SEO hors marque. C'est notre cœur de cible, nous, en SEO, c'est le levier principal pour lequel on va apporter de l'audience pertinente. Et dans cette audience-là, on a également l'audience hors marque qui convertit. Donc, cette audience-là, elle va potentiellement amener de la vente. Donc, c'est ça qu'il faut optimiser. Enfin, c'est ces deux audiences qu'il va falloir optimiser le plus possible pour justement les faire rentrer dans un automate de conversion. Donc, avant même de penser vraiment à tout ce qui est refonte, etc., vous devez connaître ces flux et connaître sur quel type de page votre audience arrive. Et la manière de faire tout ça, c'est de passer par l'analyse de la donnée. Donc, la data, ça peut vite faire peur parce qu'on entend parler de big data, ça devient vite technique, etc. Mais en fait, quand on parle de SEO,
il n'y a pas grand-chose, il n'y a que 4 grands groupes de données qui sont exploitables. Il y a des données qui viennent d'outils de positionnement. Donc, quelles sont vos positions sur quels mots-clés? On va pouvoir utiliser des outils type SEMrush, SEO Observer, mais on l'a aussi avec Data Garden, notre outil cybercité. On a des données qui viennent de Google, que ce soit Analytics ou à l'heure la Search Console. On a les données crawler qu'on a évoquées précédemment, donc directement avec le listing, et les données off-page, donc des liens qui pointent vers notre site. Et finalement, en fait, ces 4 jeux de données-là, qui sont finalement pas si complexes à avoir, on va devoir les matcher via 2 choses, soit un mot-clé, soit une URL. Je vais vous montrer un petit exemple pour que ça soit un petit peu plus parlant. Du coup, on va prendre une URL sur un site donné qui est une page qui nous parle de produits de sport, par exemple. On va prendre l'exemple de maillot de foot, maillot de basket et maillot de rugby. Donc, ces 3 mots-clés-là, vous avez des positions sur ces mots-clés-là, et du coup, finalement, vous avez de l'audience. Donc, attention, aujourd'hui, l'objectif, c'est bien du coup de comprendre l'audience, et donc, on va aller estimer combien de fois en moyenne un mot-clé est cherché sur Google. Donc, attention, encore une fois, c'est de l'estimation, c'est des chiffres qui viennent de Google, et c'est quelque chose souvent à prendre avec des pincettes. Mais bon, en SEO, on fait avec. Donc, on a l'habitude, finalement. Donc, on a la position du site, on a la position de l'URL pour chacun des mots-clés. Et en face de ça, on a soit des données qui viennent de Google, donc d'Analytics ou de la Search Console, soit on a des études marché sur des taux de clics, c'est-à-dire si je suis premier sur cette thématique-là, combien je récupère en moyenne sur tout mon secteur. Et via Google, via la Search Console, on peut également affiner encore un peu plus quel est notre taux de clic sur mon URL pour ce mot-clé-là, par exemple. Et en fait, quand on croise ces jeux de données, on peut se dire que 80% de mon audience, elle est portée par le mot-clé maillot de foot, 15% de mon audience par le mot-clé lié au basket et 5% par maillot de rugby, par exemple. Donc voilà, il faut imaginer ça, tout ce processus après au global sur votre site pour bien le connaître justement. Et j'attire encore votre attention une dernière fois, c'est juste que la mesure précise aujourd'hui, avec les outils Google, etc., elle n'est plus possible, parce que ne serait-ce que par la RGPD ou des choses comme ça, du coup, il faut s'habituer à la modélisation de la donnée. Dernière étape de la cartographie des risques. Du coup, grâce au travail préalable, comment on va construire du coup notre arborescence? Quelles décisions on va prendre pour créer pour créer une arbo qui soit du coup en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Donc, on va pouvoir voir comment pousser les contenus ayant un fort enjeu directement dans notre arbo, par exemple. Donc, certaines fois, dans des projets, on voit des personnes qui arrivent avec leurs arbos directement validés sans qu'il y ait eu forcément de retour SEO. Donc, vraiment, en fait, on ne sait pas vraiment sur quoi ils se basent, sur leurs connaissances secteur, sur des parties pris, etc. Mais nous, en tant que SEO, on est obligé de revoir tout ça en analysant les données en amont pour justement après avoir de la cohérence avec les objectifs SEO. Est-ce que du coup l'Arbo, elle reflète bien les priorités établies par la stratégie globale? Le wording de nos catégories, est-ce qu'il est bon? Est-ce que la mise en valeur des top contenus, elle est bien faite? Qu'est-ce qu'on va faire de nos contenus qui performent un peu moins? Est-ce qu'on va les enlever? Est-ce qu'on va les retravailler potentiellement ou les remettre dans l'arborescence? Et travailler également notre maillage interne. Je vous donne aussi un petit exemple ici. Ça, c'était un site de cuisine qui voulait du coup redispatcher tout le pan des conseils pratiques directement dans les fiches recettes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, on a perdu des pages. Du coup, on a diminué la volumétrie totale du site. Et de fait, on diminue le nombre de liens internes qui sont faits depuis ces pages vues. Du coup, ces pages-là, elles n'existent plus. Donc, finalement, on se retrouve un peu coincé. Donc, l'importance de la cartographie, justement, c'est de connaître en amont ce que représente de supprimer telle ou telle page en rapport avec le trafic organique de Google Analytics. Après, ici, on était capable de dire l'audience que vous mettez en danger ici en faisant cette action, c'est à hauteur de tant de trafic organique. Donc là, en l'occurrence, c'était 19%. Mais voilà, c'était le client après est dernier, c'est lui qui a le maître mot. Et donc, c'était un parti pris, on s'est adapté. Donc voilà, bien connaître tous les risques avant de changer quelque chose dans l'arbre. L'action numéro 2, on va passer à quelque chose qui sort un petit peu du SEO, mais un peu plus, on va plus rentrer dans la partie gestion de projet. On va beaucoup chercher à avoir cette notion de réalisme dans le rétroplanning. Concernant le démarrage et au moment où vous êtes dans la refonte, l'intervention du SEO, ça va être plus ou moins utile.
Après, du coup, on est toujours capable de revenir en arrière sur des aspects que l'on peut corriger. Mais plus on intervient tard, plus c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit forcément renoncer. Parce qu'en fait, renoncer, souvent, c'est synonyme d'échec finalement, mais pas en SEO. Parce que si on renonce potentiellement à des actions parce que ce n'est pas possible de les faire, c'est parfois en fait la seule façon d'atteindre le succès. Renoncer à une date de mise en ligne, etc. etc. Bon, pour la petite histoire, j'ai eu un projet début d'année dernière où le client voulait absolument sortir son site d'ici 2 mois. Il y avait tout à faire, il y avait vraiment toutes les étapes de création de site, les retours, etc. Et bah, du coup, en fait, ça a été de multiples réunions pour trouver une sorte de compromis entre une date de mise en ligne un peu plus réaliste pour justement que toutes les équipes puissent bien bosser derrière. Donc finalement, pour éviter un petit peu ces problèmes, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire un kick-off. Et un kick-off, ce n'est pas juste se présenter, moi je fais ci, moi je fais ça. Il faut vraiment venir préparer à son kick-off. On peut venir directement avec des éléments. C'est ici, par exemple, qu'on va pouvoir mettre en avant la cartographie de notre site qu'on a présenté, je vous ai présenté juste avant. Et après, on va pouvoir définir un petit peu les périmètres et les objectifs de la refonte, s'entendre aussi sur les rôles de chacun et les périmètres. On va aussi déterminer les besoins en type d'accès, de quoi on a besoin, l'information, comment on l'échange, est-ce qu'on l'échange par mail, est-ce qu'on se fait un Slack par exemple. Et la dernière étape, c'est vraiment fixer les jalons indispensables à chacun. En fait, quand on a du coup une sorte de roadmap avec des jalons, finalement, c'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Le but vraiment, c'est de cadrer tout ça. Parce que parfois, en fait, quand on est sur un cas où on a beaucoup d'intervenants, ce n'est pas si facile que ça. D'un côté, on a l'agence SEO donc, qui, dans le meilleur des cas, arrive dès le début du projet. Souvent, l'agence SEO, elle est garante de la performance du site. Et du coup, elle est là en tant que lever d'alerte. On a les interlocuteurs en interne à l'entreprise qui, eux, du coup, vont avoir un nouveau site. Donc, potentiellement, il y a une grosse émulsion des services market, des services com, etc. Tout le monde attend potentiellement des fonctionnalités qu'il n'y avait pas sur le site avant. Du coup, il y a pas mal d'excitation pour tout ça. On a aussi les agences créa qui, derrière, veulent faire valider leurs éléments pour justement lancer après en production de leur côté. L'agence de dev, c'est pareil. Ils ont pour objectif de maintenir le projet dans un cadre qui est plutôt fonctionnel en respectant un cahier des charges bien précis, un niveau de faisabilité pour éviter en fait, de complexifier le projet et du coup, potentiellement, engendrer le moins de coûts possible. En fait, vous, en tant que décideur, ce que vous allez devoir faire finalement, c'est que vous soyez rationnel le plus possible et bien cadré en fait sur tout ça. Toujours avoir un œil sur l'objectif final qui est du coup la réussite. Il va falloir vraiment que vous gardiez le cap selon la roadmap que vous avez choisie. Et du coup, on va, grâce à cette roadmap, aller tout bêtement en fait, vers la performance. Et la performance en refonte, du coup, c'est le maintien de l'existant, comme on l'a dit précédemment. Ça, c'est une visualisation du process de refonte tel qu'on le voit, nous, chez Cybercité, donc avec des étapes de validation à chaque moment clé d'un projet de refonte. Donc, en fait, ce cadrage permet de ne pas arriver post-validation. Quand l'agence SEO intervient, nous, on doit avoir le droit de revenir en arrière sur certains aspects qui ne respectent potentiellement pas les guidelines de Google. Étape numéro 3, c'est vraiment la notion de clarté dans les specs fonctionnels. Les specs fonctionnels, c'est un document où on va lister en fait toutes les problématiques qu'on retrouve le plus souvent en SEO. Et ça va permettre à l'agence de commencer son développement en ayant des bonnes pratiques à mettre en place. Donc souvent, en fait, au début d'un projet, on a un cahier des charges qui va être plus ou moins précis, plus ou moins avancé, avec ou sans dimension SEO. Donc nous, déjà, de base, on va pouvoir faire des retours sur ce cahier des charges. Après, on a le choix des prestataires qui est basé sur ce cahier des charges. Donc, en plus, tout le monde n'est pas en mesure chez l'annonceur de faire un cahier des charges bien précis. Donc, l'agence web, l'agence SEO, on doit arriver avec des specs qui vont du coup décrire les fonctionnalités du site dans le détail. Voir s'il y aura du coup
un dev spécifique pour quelque chose? Est-ce qu'on va avoir une recherche via un moteur de recherche interne, etc. Donc, nous, en SEO, on fait juste un travail de contrôle et on lève les alertes s'il y en a. Du coup, on va pouvoir être en mesure de détecter plein d'anomalies SEO durant l'étape des specs fonctionnels, des maquettes et de la version pré-prod. Et on doit s'assurer d'avoir une visibilité sur tout ça et que ça soit finalisé et validé. Mais en fait, si les choses sont bien faites au moment de la pré-prod, finalement, on n'est que sur du contrôle. Donc, du coup, toutes les anomalies-là, on ne va potentiellement pas les avoir si on a, encore une fois, communication et rétro-planning bien carré. Après, dans la réalité, malheureusement, souvent, on est là au moment du cahier des charges, plus de nouvelles. Et puis, des fois, paf, une pré-prod qui nous tombe dans les mains du jour au lendemain. Donc forcément, il y a certaines personnes qui râlent un peu, mais bon, c'est normal, c'est la vie de chef de projet, c'est la vie du SEO. On a toujours besoin de temps, en fait, finalement, pour retravailler ces spécifications fonctionnelles, pour les parcourir, pour faire des retours éventuels et pour les valider surtout. Donc vraiment, nous, on apporte cet avis consultatif dans l'équipe projet. Qu'est-ce qu'on peut détecter directement dans les specs fonctionnels? On va détecter des fonctionnalités génératrices de duplication de contenu, que ce soit de la facette, du tri, etc. On va pouvoir également cadrer tout ce qui est gestion du moteur de recherche interne, la gestion de la pérennité des pages, l'interaction entre les champs back-office, comment ça se passe. Je vais vous faire du coup un petit focus sur chacun des points. Sur la duplication de contenu dans un premier temps, donc c'est vraiment le cancer du SEO, ça arrive assez fréquemment. Et on va prendre l'exemple sur la navigation à facettes qui permet le filtrage du coup de certains produits. Donc ici, on a deux URL. Donc elles sont basées sur un filtrage de marque et sur un filtrage de taille. Donc entre les deux pages, comme vous pouvez le voir, on a deux fois le même contenu à l'exception du coup d'un chiffre qui change. Mais en fait, ça, il faut se dire que ça va se multiplier par X URL selon la taille, selon la marque, mais ça peut être aussi la couleur, ça peut être le modèle, ça peut être la gamme. Donc en fait, ça va vite faire énormément de volumétrie et toutes les combinaisons de facettes vont générer des URL finalement très similaires. Du coup, comment on va cadrer tout ça? En fait, le but du jeu, ça va être de lister en fait tous les attributs qui vont être utilisés pour les facettes et de les bloquer à l'indexation pour justement éviter d'exploser le crawl budget. Le crawl budget, c'est du coup le temps alloué au moteur de recherche pour parcourir notre site. Et plus on lui montre les bonnes pages en un temps réduit, plus on va gagner en critères de positionnement. Donc ici, nous, on va tout bloquer. Donc c'est valable pour un exemple e-commerce. Mais par exemple, si on travaille pour un site dans l'immobilier, potentiellement, on va ouvrir quelques facettes à l'indexation. Par exemple, sur des données un peu plus géographiques. On va ouvrir la navigation à facettes avec la géolocalisation, type maison plus géoloc, maison Lyon, appartement Lyon 7, etc. Par contre, on ne va pas avoir une page crawlable par Google et indexable par Google avec maison avec terrasse, par exemple, ou maison salle de bain avec double vasque. Ça ne marche pas. Donc, du coup, ça, on va y bloquer pour justement proposer à Google de voir les pages les plus pertinentes possibles. Autre chose, ça va être la gestion du workflow. Le workflow, ça consiste à identifier tous les schémas dynamiques qu'on a sur notre site et qui lui permettent finalement de vivre un petit peu tout seul. Donc, en gros, c'est qu'est-ce qui se passe si je modifie, si je supprime ou si je désactive quelque chose sur mon site. On va prendre un exemple concret, encore une fois. Donc, on se base sur l'intention de l'utilisateur de recherche. Cet internaute, il va avoir une réponse et du coup arriver sur votre site. Donc, il doit avoir une corrélation en fait avec ces trois éléments. Mais quand on perd la logique, quand on arrive sur une 404, par exemple, ou des pages de moteur de recherche interne à zéro résultat, des fausses promesses ou des pages cul-de-sac, finalement, en fait, on a un problème là, dans la navigation. Donc, comme solution, on va pouvoir proposer plein de choses, comme par exemple dans un e-commerce, on va proposer une alternative produit, des recherches associées, changer le CTA. Changer de CTA, par exemple, on peut mettre, au lieu de la mise au panier, on peut proposer de recevoir une alerte quand le produit sera à nouveau disponible. On peut également mettre en place des redirections une fois que notre moteur de recherche propose zéro résultat. Et si je reviens à l'immobilier, si on a zéro résultat dans le moteur de recherche, potentiellement, on va aussi élargir la zone de recherche, donc potentiellement un bien aux 5 km à la ronde, etc. Donc, tous ces dispositifs techniques
sont possibles. Et en fait, il faut les automatiser le plus possible, justement, et surtout bien les spécifier dans les spécifications fonctionnelles, parce que sinon, ça va être compliqué. Je vais passer à la suite, justement, comment configurer notre CMS, qui va faire quoi, comment on s'organise dans le back-office directement. Le plus basique que vous pouvez automatiser, ça va être du coup vos titles et vos métadescriptions. Donc là, ce que je vous montre, c'est un screen de WordPress où vous pouvez utiliser des variables, comme par exemple, je reprends tel ou tel extrait de ma page, dans ma métadesk. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation dynamique. Par contre, une optimisation statique, elle doit toujours prendre le pas sur une optimisation dynamique, un petit peu plus spécifique. Je fais un petit clin d'œil à mon collègue Alban qui doit peut-être me regarder actuellement. Le site Leclerc avait du coup fait des optimisations dynamiques sur ses pages, mais les a fait mal faites finalement, parce que leur optimisation dynamique, c'était au meilleur prix chez Leclerc. Mais sauf qu'en fait, ils avaient derrière des pages catégories, maison, il y avait jardin, il y avait enfant, et on se retrouvait avec maison au meilleur prix chez Leclerc, jardin au meilleur prix chez Leclerc, et du coup, enfant au meilleur prix chez Leclerc, donc pas top pour l'image de marque. Donc voilà, bien faire attention à tous vos formats dynamiques, parce qu'il faut les anticiper, mine de rien, et c'est ni plus ni moins que des textes à trous finalement. Après, vous allez peut-être me poser la question, ouais, mais Maxime, j'utilise quoi comme CMS? Est-ce que je passe sur un CMS un peu plus classique? Est-ce que je passe par un développement spécifique? Après, là, j'ai envie de vous dire, libre à vous de choisir la solution qui vous convient, en fait. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la maîtrise de l'outil. Si l'équipe de dev, aujourd'hui, elle n'est pas capable de maîtriser tel ou tel CMS, de l'upgrade et de le monter en version, logiquement, on ne va pas aller là-dessus parce on va générer potentiellement de la dette technique, ça va être compliqué, on aura potentiellement aussi d'autres problématiques. Donc, en fait, il faut vous dire qu'il n'y a aucune solution qui est parfaite. On va surtout se poser la question de ce qu'on veut faire sur notre site, jusqu'où on est capable d'aller d'un point de vue SEO. Et donc, voilà. Après, si je peux me permettre un petit warning, attention à l'utilisation excessive de builders qui peuvent être du coup bloquants dans le travail des développeurs. C'est toujours plus facile pour eux d'être sur un environnement qu'ils connaissent et qui développent assez régulièrement pour justement passer outre certaines problématiques. Je vais vous faire un petit point également sur le balisage. Du coup, quand on a des maquettes qui ont été développées grâce au spec fonctionnel, on peut du coup faire des retours un peu plus facilement. Quand on fait des retours, on commente, on peut faire nos recommandations, etc. Donc du coup, les recommandations, ça va être la mise en place d'un title et d'une méta-description, donc soit statique, soit dynamique. On va pouvoir aller sur la personnalisation du H1, donc venir avec du statique ou du dynamique. Donc là, par exemple, on peut remonter le nombre de produits directement dans le H1. On peut avoir également du H2, du H3 en bas de page de catégorie, par exemple. On a la mise en place de tout ce qui est attribut alt de l'image, donc qui reprend le nom du produit pour ajouter une occurrence sémantique dans le code. On a le balisage en microdonnées qui nous permet d'augmenter tout ce qu'on appelle du coup le rich SEO. Donc, tout ça, en fait, c'est la capacité à générer de la visibilité sur Google de manière un peu plus accrue, où vous avez donc directement les petites étoiles, le prix, etc. Donc ça va nous aider aussi à potentiellement avoir un taux de clic un peu plus important. Et puis, des éléments qu'on a, comme de la pagination, de la navigation à facettes, comme on a vu précédemment, etc. Mais attention, encore une fois, si vous utilisez un CMS, que vous avez du coup une pagination sur votre CMS, ce n'est pas parce qu'on est sur un CMS standard qu'on a des fonctionnements qui sont bons pour le SEO. En fait. On a toujours quelque chose à aller chercher, optimiser en SEO autour d'un CMS classique. Et puis, dernière petite chose, c'est le mobile first, mais ça, je pense que vous le savez déjà bien tous assez. La quatrième action, ça va être donc l'étape la plus critique, je pense, et la plus risquée, c'est comment on va gérer en fait, ces fameuses redirections. Ça a l'air simple comme ça.
on a page A qu'on redirige vers page B, mais généralement, en fait, on le traite assez rapidement tout ça. Et ça, c'est un véritable problème. Donc, des redirections, elle se fait en 3 steps. Donc, la collecte, la constitution de la table et les tests. Donc, déjà, en fait, à l'étape de collecte, souvent, c'est mal fait ce qu'on fait. La cartographie, qu'on a vu tout à l'heure, là, avec le listing des URL, c'est un travail qui est préalable à la collecte. On va pouvoir s'en resservir. Par contre, il faut aller matcher tout ça avec d'autres URL, avec des URL qu'on retrouve dans Analytics, par exemple, dans la Search Console, celle qui génère le trafic. On peut également aller scraper des URL directement dans les résultats de recherche de Google. On peut aller voir nos log serveurs, voir si une URL n'a pas pris un hit à un moment donné, auquel cas il faudra la rediriger. Et s'il y a eu des refontes préalables, on va intégrer également les anciennes redirections. Donc toute cette collecte, finalement, il n'y a qu'un expert SEO qui peut la faire de manière exhaustive. Plus le site est gros et plus c'est complexe. Et du coup, finalement, ça prend du temps. Et ça doit être bien anticipé et intégré au rétroplanning. Mais après, si le kick-off, vous l'avez bien fait, que les échanges ils ont été constructifs, que tout est cadré, tout roule. Donc forcément, les correspondances possibles, on verra la possibilité de faire les correspondances entre les produits en base de données. On sait si c'est possible ou pas. L'agence, elle a déjà prévu ou non d'utiliser des scripts ou des modules à la redirection. Donc voilà, encore une fois, le cadrage, c'est la clé. Nous, en tant qu'agence SEO, on arrive, du coup, pour vous fournir un livrable de collecte des URL existantes. On vous le donne, on vous demande de l'aide si jamais une URL elle disparaît. On va vous dire, écoutez, vers quoi on la redirige. Là, il y a un choix stratégique à faire. Donc, on construit ça ensemble. Encore une fois, on est en équipe. Et puis après, la mise en place, c'est du côté de l'agence. Derrière, nous, après, quand tout ça est en place, on a juste à contrôler que ça fonctionne bien. Est-ce qu'on a bien des redirections 301 et pas autre chose? Est-ce qu'on n'a pas des URL en 404? Parce que ça aussi, ça peut arriver. On va également contrôler les codes de réponse des pages de destination. Parce que dans notre exemple, on redirige A vers B, mais est-ce que B, elle est bien en 200 et elle n'est pas en erreur? Parce que ça aussi, mine de rien, ça arrive. Donc, en fait, sur cette étape-là, il faut vraiment vous dire que vous ne pouvez pas être en last minute, en fait. Souvent, on ne va pas vous dire, ouais, c'est bon, nous, on a fini le site en dev, faites votre SEO de votre côté, on sort le site demain. Non, ça, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous, on a un droit et un devoir de dire, écoutez, non, nous, on n'est pas prêts d'un point de vue des redirections et tout, sinon, on va tout perdre ce qu'on a gagné précédemment avec notre ancien site, finalement. Donc, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des alertes. Si toutes les redires, elles ne sont pas en place aujourd'hui, c'est no go, en fait. Il n'y a pas de mise en ligne et ce n'est pas poussé en prod. Donc, c'est pour ça qu'après, potentiellement, on se heurte à un rallongement un petit peu du planning. Du coup, j'ai une petite question à vous poser. À votre avis, combien de temps je dois conserver mes redirections? Pour toujours. Toujours, pourquoi? Parce que Google, en fait, il va régulièrement recrawler votre index, enfin son index, pardon. Et du coup, en fait, on va pouvoir avoir des liens externes qui sont faits à droite à gauche sur des sites et qui potentiellement peuvent faire que Google repasse par ces pages. Donc, potentiellement, on va les garder pour toujours et on est destiné finalement à vivre avec. Et là, j'attire votre attention sur peut-être le conseil le plus important que je peux vous donner. Si vous avez, quand vous allez engager une refonte, si vous avez la possibilité de conserver le format de vos URL tel quel, je vous invite à le faire vraiment. Parce qu'en fait, vous n'allez pas avoir toute cette problématique potentiellement de redirection, donc vous en aurez toujours un petit peu, mais l'antériorité des URL, elle ne changera pas, et du coup, Google, il ne sera pas forcément, il sera pas perdu en fait quand il va repasser sur ces URL-là. Dernier point sur la partie du coup un petit peu contenu. Donc, je ne vais pas embrayer sur une conf édito. Il y a des conférences demain sur le sujet si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à aller les voir. Nous, on va plutôt s'atteler à comment on fait en sorte d'avoir un contenu qui est plutôt efficace et diversifié aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez déjà vu dans les pages de propositions de résultats de recherche de Google, on a une multitude d'intentions que les internautes cherchent énormément de choses aujourd'hui. Donc,
On va avoir du coup les internautes vont chercher des choses de manière complètement différente. Donc, ça peut être du processus d'achat, de la comparaison. Ils vont vouloir acheter un produit, l'acheter pas cher. Ils vont vouloir potentiellement savoir où l'acheter, le comparer. Ils vont vraiment en fait s'informer sur tout ça, savoir s'ils peuvent le réparer eux-mêmes, etc., etc. Et en fait, tout cet ensemble d'intentions va avoir un impact sur la SERP. La SERP, c'est les résultats de recherche de Google. Là, je vous ai mis 3 screens du coup de la SERP avec du coup tous les blocs que Google nous donne pour justement avoir un petit peu plus de visibilité sur les mots-clés que l'on souhaite travailler. Mais en fait, cette SERP-là, c'est hyper volatile. En fait, ça change au quotidien. Et nous, on se doit de monitorer tout ça pour justement mettre en place une stratégie de contenu qui soit adaptée. Et en fait, pour faire cette analyse-là, pour adapter notre contenu le plus possible à ce qui colle à l'intention de recherche de l'internaute, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la serpologie. La serpologie, on va faire de l'analyse de reach, l'analyse de l'audience SEO qu'on peut capter finalement. Tous les blocs que Google nous propose aujourd'hui, comment on va faire pour justement ressortir du mieux possible, que ce soit sur des résultats de type maps, images, vidéos, PA, position 0, etc., etc. Tout ça, du coup, c'est possible grâce à Data Garden pour détecter finalement plein d'opportunités. On va satisfaire le plus possible du coup Google et l'internaute. Pourquoi? Parce que derrière, après, on va pouvoir du coup recommander la mise en place de tel ou tel type de page, donc tel ou tel bloc de contenu, telle ou telle typologie de contenu. Et du coup, forcément, ça ne va pas être forcément que du texte. On peut avoir plein d'autres choses. On peut avoir de l'infographie, on peut avoir du livre blanc, etc., etc. Donc, en fait, si on n'a pas une flexibilité aujourd'hui au niveau du développement du template du site, forcément, on va se retrouver coincé à un moment. Parce que sur nos pages de catégorie, si on n'a pas prévu des blocs texte, forcément, on ne va pas pouvoir agrémenter de contenu notre page. Donc, sur certaines typologies de pages, le contenu va avoir une importance justement pour donner à manger au moteur de recherche. En fait, Google, lui, ce qui l'intéresse, c'est pour vraiment comprendre la page, c'est d'avoir du contenu et il va venir après parser tout ça et justement nous donner ou non de la visibilité. Donc là, ce que vous voyez sur l'écran, c'est une analyse qui a été faite pour un client qui souhaitait ranker sur clôture de jardin. Et l'idée, en fait, c'était de lui montrer comment se positionner le top 3 aujourd'hui des pages sur Google. Donc, alors voilà le résultat. Et ça, ces pages-là, c'est vraiment ce qui se positionne. Donc, c'est peut-être pas super joli, mais il n'y a pas que le contenu qui compte. Il y a les backlinks, il y a l'antériorité du site et tous les critères SEO. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ces sites-là, aujourd'hui, ils ont fait la démarche d'apporter de la sémantique à Google pour justement que le moteur comprenne la page au global et ce qui est proposé. Après, vous pouvez très bien aussi avoir du guide d'achat, du maillage interne, de la grappe de contenu. Vous avez du texte en haut, du texte à gauche, du texte en bas de page. Donc, tout ça, en fait, si on ne peut pas toucher à notre template directement, forcément, on va avoir des problématiques pour se positionner et des difficultés. Donc, le maître mot ici, c'est la flexibilité. N'hésitez pas aussi à démontrer votre expertise. L'enjeu aujourd'hui du SEO, c'est comment vous montrez votre expertise à vos cibles, à vos prospects en ligne. On prend l'exemple de l'argumentaire commercial. Si aujourd'hui, vous vendez des vérandas, par exemple, et que vous avez un client qui vient dans votre showroom voir vos vérandas et qu'il pense que les vérandas en bois, c'est mieux que les vérandas en alu, alors que vous faites que de la vente de vérandas en alu, et vous allez lui déployer un argumentaire commercial pour lui montrer la plus-value de votre produit. Et souvent, en ligne, en fait, ce n'est pas fait ça. Et justement, malheureusement, c'est fait souvent par vos concurrents. Si vous ne le faites pas, en fait, vos concurrents prendront de l'avance par rapport à tout ça. Et donc, niveau visibilité, c'est bien dommage. Donc voilà, c'est une manière d'aller gratter de la visibilité sur un mot-clé qui ne fait pas forcément partie de notre scope initial. Donc, ça peut être hyper intéressant. Au final, l'exhaustivité du traitement d'une thématique, c'est ça qui compte aujourd'hui pour Google, en fait. Donc, encore une fois, plus on lui donne à manger, mieux ce sera et il va privilégier le site qui lui donne le plus à manger.
Est-ce que j'ai le temps de vous partager un dernier petit conseil? Je pense que oui, on est bon dans les timings. Du coup, le dernier petit conseil, c'est de, corriger les erreurs du passé. C'est de se dire: «Voilà, OK, il y a eu des refontes auparavant, il y a eu des changements sur mon site. Du coup, heu, comment on va f co enfin, comment on va corriger tout ça?» Et ben, on va repasser par l'analyse de la donnée. Donc comment ça marche? Donc avant de passer à ça, un petit rappel sur, ce qu'est le netlinking. Donc c'est le fait d'avoir des sites qui vont réaliser du contenu, dans lesquels ils vont du coup parler d'une thématique bien précise, d'un mot-clé souvent. Là, ici, on va prendre l'exemple de perceuse visseuse et ils vont faire un lien vers la fiche produit du site Casto, par exemple. Du coup, quand on tape ce mot-clé-là sur Google, bah, c'est bien la page ciblée qui remonte, directement dans les résultats de recherche. Donc voilà la plus-value du netlinking. Donc là, c'est une présentation qui est très rapide et très, très simpliste, mais il y a plein d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mais voilà, aujourd'hui, la mécanique derrière, c'est que le netlinking, bah, ça nous sert justement à se positionner un peu plus facilement et faire la différence par rapport à des concurrents qui n'en feraient pas. Donc ça veut dire qu'on doit acquérir des liens externes comme ça et que finalement, en fait, ils sont hyper précieux. Ça apporte du link juice, de la puissance sémantique pour se positionner. On a également, d'ailleurs, je vous le rappelle et je pense que vous le savez déjà, mais on a des conférences présentées sur le netlinking demain, donc avec mon collègue Quentin en l'occurrence. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, elles sont top top. Et du coup, bah, l'enjeu en fait de tout ça, ça va être de conserver ce link juice et de ne pas le gaspiller finalement. Et comment on fait pour ne pas le gaspiller? Eh bien, on va faire du coup des analyses de la donnée, encore une fois. On a des analyses de crawl qui nous permettent de connaître les URL de notre site et de la répartition. On va aller chercher tous les liens externes qui pointent vers d'autres sites vers le nôtre. Et du coup, après, on va faire le matching avec les données on-page. Pardon. Donc, par exemple, avec les codes d'entête, on ne va pas renvoyer du lien vers des pages en 400, 500 ou même en 301. Du coup, on va les rediriger vers des pages plutôt en 200. Donc voilà, je vous laisse avec le Wall of Shame, du coup, en cette période d'Halloween qui arrive. Voici les phrases qui peuvent faire le plus peur à des chefs de projet SEO et autres. Donc voilà. N'hésitez pas à aller sur notre site également si jamais vous avez des besoins en termes de livres blancs. On a nos équipes qui bossent énormément là-dessus et ils sont vraiment hyper intéressants et hyper riches. Et si vous avez du coup des questions en plus, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons ravis de vous répondre. Et puis je vous laisse et merci beaucoup à tous et bon après-midi. Merci beaucoup Maxime. Donc on enchaîne sur la prochaine conférence dans 2 minutes sur l'UX, l'UI et le SEO en e-commerce. Merci Maxime et à tout de suite Merci pour à la vous. prochaine conférence.